Alors, on aborde les activités donc, de ce paragraphe grand 1. On va faire donc, des bilans d'entropie simples, comme je l'ai dit. Voilà, on va commencer donc par l'expérience de calorimétrie. Hein. Donc, je vous renvoie, c'était le paragraphe 5.1 du cours sur le premier principe. Donc, vous renvoyez un petit peu, on met un solide à 80 degrés Celsius, donc l'eau à 20 degrés. Voilà, le solide c'était de l'aluminium. Il y a 1 kg de solide, 1 litre d'eau. Et la température finale, donc elle est à 30,4 degrés. Hein. Et voilà, on avait pu en déduire donc, la capacité calorifique du solide qui était l'aluminium. Alors, donc, on va faire les bilans d'entropie hein, sur ce dispositif. Alors, on va calculer d'abord, voilà, faire le bilan d'entropie pour, mettons, le solide, hein, delta S de sigma S. Hein, c'est S de sigma S donc, à l'état final. Alors, comme S, donc on sait que c'est une phase condensée, donc c'est S de TF, moins S pour sigma S, de TIS, température initiale, pas la même pour le solide et pour le liquide. Donc on prend la formule, hein, MC, donc ln de TF, moins MC ln de TI. Hein, donc ça fait M ici pour le solide, capacité calorifique du solide, ou j'ai mis AL, je ne sais plus. Hein. Voilà, ln, donc de TF sur TI, solide S. Voilà ce que ça me donne. Bon, alors là, évidemment, il faut bien prendre les températures hein, en degrés Kelvin. Hein, donc, notre TF, ça fait 200. Alors, je vais y arriver. 273,15 plus 30,4. D'accord. TI, pour le solide, il est à 80 degrés, hein, je crois. 273,15 plus 80. Voilà. La masse du solide c'était 1 kg et ici on avait trouvé 893 joules par kilogramme et par Kelvin. Bon, voilà. Hein. Donc on réinjecte tout ça dans la formule. Voilà. Et ça nous fait donc un delta S de sigma S. Tout calcul fait pour sigma S moins, alors le TF est plus bas, hein, voilà, TF est inférieur à TIS, donc évidemment le ln est négatif, ça nous fait moins 135, hein, allez j'ai gardé momentanément, 0,15, voilà, joules par Kelvin. D'accord. Alors la transformation, elle n'est pas du tout évidemment adiabatique pour le solide, donc son signe de séparation d'entropie n'est pas prévu. Bon, on voit très facilement que si l'entropie d'un solide augmente, d'une phase condensée, son entropie augmente, et si sa température baisse, son entropie baisse. Voilà. Alors, même chose pour le liquide, d'accord. Donc, bon, je profite un peu de ce que je suis au tableau. Voilà, donc pour le liquide, delta S de sigma liquide. Voilà, on réécrit exactement les mêmes choses. J'avais peut-être mis E comme O. Mettons petit E. Voilà, je ne sais plus ce que j'avais mis exactement. Petit E, je crois que j'avais mis petit E comme O. Voilà, là c'est l'eau. Voilà, donc ici, hein, donc pour l'eau, pour le liquide. Ici, alors c'est 4180 joules par Kelvin et par kilogramme, dans l'autre sens. La masse M1 c'était 1 kg parce qu'on avait pris 1 litre. Hein. La température finale c'est toujours la même ici. Voilà. Et la température initiale, c'était 20 degrés C, donc 273 plus 15. Hein. Ce qui nous donne donc un delta S pour l'eau, pour le liquide. Hein. Alors, je pourrais trouver 145,7 joules par Kelvin. Voilà. Donc on a deux bilans d'entropie, delta S donc du solide, delta S du liquide, d'accord. Là aussi, hein, bon, le liquide, l'eau ne subit pas une transformation adiabatique, donc voilà, sa température augmente, donc son entropie augmente. Alors, troisième système sur lequel on peut faire le bilan d'entropie,
c'est l'union des deux. D'accord? Donc on va faire maintenant le bilan d'entropie sur sigma S union sigma L. Alors là j'applique l'extensibilité de S. C'est sigma S, c'est delta S de sigma S. J'ai mis E maintenant, voilà, plus delta S de sigma E. Voilà, par extensivité. C'est le postulat 2. D'accord? Et à ce moment-là, bon, il suffit de réécrire les deux formules, d'accord, précédentes. Voilà, et si on a conservé les résultats précédents dans des variables, il suffit d'additionner les deux résultats, hein, ce qui nous donne donc 10,6 joules par Kelvin. D'accord? Voilà, alors, ce système-là, maintenant, sigma S union sigma E, lui, il subit bien une transformation adiabatique. Hein. Donc, je vérifie bien. Hein, voilà, on va dire que le postulat 2, hein, le postulat 3, pardon, est bien satisfait. D'accord? D'accord? Hein. Donc, sigma S union sigma E union sigma L subit une transformation adiabatique. Hein. Voilà, et on calcule donc que le delta S de ce système est bien positif ou nul. 10,6. D'accord? Alors, on va mettre ici une remarque qu'on utilisera à la fin du cours. Hein. De surcroît, hein, ici, on a delta S strictement positif. Hein. De surcroît, donc le delta S de ce système, delta S de sigma S union sigma L, est strictement positif. Voilà, donc alors, on va faire une deuxième activité. Hein. Alors, deuxième cas, c'est une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Alors on a des exemples dans le DM, hein, par exemple. Alors, on a vu ça, je l'ai étudié en cours. Hein, on a fait la transformation, d'accord. Hein, donc ça, on a vu ça dans le cours, hein, cours sur le premier principe. D'accord. Je ne sais plus tout à fait quel était. C'est toujours dans le paragraphe 5, hein, puisqu'on avait fait transformation particulière, cours sur le premier principe. On l'a vu également hein, dans le DM. Hein, la transformation, donc dans le DM, la transformation AB, hein, transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, et la transformation, si je ne B, la transformation CD, hein, était également adiabatique réversible d'un gaz parfait. On avait appliqué la loi de Laplace. D'accord. Alors ici, donc l'entropie S hein, pour donc, le gaz, sigma G, c'est NR gamma moins 1, donc Ln de PV puissance gamma. Alors ici, ce que je vais pouvoir calculer, tout simplement, je vais pouvoir calculer, en fait, comme la transformation est quasi-statique, je peux calculer l'entropie à n'importe quelle étape. Voilà, je peux faire un bilan d'entropie, celui-là entre l'état initial et n'importe quelle étape. Alors, bon, c'est vite vu, hein. Si l'entropie, ça vaut ça, Nr gamma moins 1, ça, Ln de PV puissance gamma, ça, c'est égal à une constante, hein, puisque le gaz, ici, satisfait la loi de Laplace. La Laplace, c'est PV puissance gamma égale constante. D'accord? Donc ça, on peut dire que c'est l'entropie de E, hein, d'un état intermédiaire quelconque de la transformation. Voilà. Et donc, c'est égal à S de sigma G de EI. Hein, donc égal à NR gamma moins 1, Ln de PI, VI puissance gamma. D'accord? Donc l'entropie de sigma G reste constante. Hein. Voilà, donc on a une transformation, ce qu'on appelle isentropique, isoentropique, hein. Ça fait isentropique. Voilà, donc la transformation donc, subie par sigma G est isentropique. Donc elle est entropie constante. Voilà ce qu'on peut remarquer. D'autre part, donc sigma G, hein, il subit bien une transformation adiabatique. D'accord? J'ai bien hein, le delta S, hein, c'est S de E moins S de EI, d'accord, le delta S.
de sigma g, il vaut 0. D'accord? Donc, il est bien positif ou nul, c'est pas négatif. Hein. Voilà. Donc, le postulat 3, bien satisfait. D'accord? Donc, ce qu'on a annoncé n'est pas contredit. D'accord? Voilà. Alors là, évidemment, on a quelque chose de plus. Hein, c'est que ce delta S, il est en fait nul. Hein, donc, de surcroît ici, on va dire, hein, bon, je me répète un peu, hein, de surcroît ici, voilà, le delta S, donc il est nul, c'est-à-dire que la transformation est isentropique. Hein, donc, de surcroît ici, hein, la transformation donc, est isentropique, donc elle est, voilà, delta S vaut 0, strictement 0. Voilà, pour cette transfo petit b. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris comme exemple? Je vous avais dit que j'allais prendre. On a pris le transfo AB du cycle de Joule irréversible. Ah, alors, on repart sur. Bon, je vais tout effacer. Voilà. D'accord, donc petit c, voilà. La transfo AB, hein, du cycle de Joule irréversible, donc c'est dans le TD, hein, d'accord. Donc vous vous reportez à votre TD, hein. Je l'avais d'ailleurs traité dans le TD, hein, comme question, faire le bilan d'entropie, donc on va le faire ensemble. Comment ça se fait? Eh bien, c'est pas bien. Alors, on va utiliser la formule justement sur la variation entropie du gaz parfait à nouveau. Donc, le delta S du gaz de sigma G. Hein. Alors, ça vaut NR sur gamma moins 1, ln de NR sur gamma moins 1, ln de PF. Alors, c'était PB, VB puissance gamma, moins la même chose à l'état initial. ln de PI, VI puissance gamma. Et là, VA puissance gamma. Donc ce qui fait, ce qu'on écrira ensuite tout de suite, hein, on va faire évidemment la différence des logs, c'est le rapport des arguments, VB puissance gamma, sur PA, VA puissance gamma. D'accord? Voilà, alors là évidemment on peut faire une simple application numérique. Hein, voilà, donc tout ça on ne demande pas plus dans le programme. Non. Donc là vous avez PA, vous avez PB, vous avez VA, vous avez PB. Vous pourrez injecter tout ça là-dedans, et puis vous voyez ce que ça fait. Alors on va quand même faire un petit peu mieux que ça. Hein. Bon, le rapport PB sur PA. Hein. Alors pourquoi j'ai tant insisté de présenter les résultats, hein, état final de pression, ça vaut quelque chose en fonction de la pression de l'état initial, pareil pour le volume, parce que vous voyez qu'ici ce qui apparaît des rapports de pression, rapport de volume entre l'état initial et l'état final. Donc ce qui fait qu'ensuite, si on veut calculer ça de manière un peu formelle, un petit peu jolie, on va dire, on peut le faire très facilement. Donc le rapport PB sur PA, vous le regardez, hein, le PB c'était PA plus NG sur S, le PA c'était PA, donc on avait ça, et puis le rapport des volumes. Alors les rapports des volumes, je ne l'ai plus tout à fait en tête, c'était 1 plus gamma moins 1 sur gamma x divisé par 1 plus x. Ouais, c'est bon, d'accord. Et donc le tout puissance gamma, parce que ça follet. Voilà. Alors en fait ça s'arrange, ça doit s'arranger quelque part, puisque la sigma g il subit une transformation adiabatique. Hein. Donc en fait l'expression doit forcément être positive ou nulle. Alors, vous n'avez qu'à vous borner à faire l'application numérique, mais peut-être essayer de faire un petit peu mieux, hein, et de démontrer, je dirais, que en fait, quels que soient un petit peu les paramètres qu'on va prendre dans le problème, qui restent dans les limites physiques évidemment, ça va bien être positif. Alors ici, qu'est-ce que ça nous fait? 1 plus x puissance gamma, voilà par exemple, hein, ça fait 1 plus gamma moins 1 sur gamma x, donc puissance gamma, et ici donc 1 plus x
puissance gamma moins 1, d'accord? 1 plus x ici puissance gamma, voilà, moins 1. Et ben en fait, je vais faire apparaître ce gamma moins 1 sur gamma, je vais le faire apparaître ici à la puissance là. Donc je vais tout, je vais tout mettre à la puissance gamma. Je vais mettre l'ensemble, le numérateur et le dénominateur à la puissance gamma. Hein. Alors je vais le faire comme ça, voilà, d'accord. Alors ici, voilà ce que je fais comme ça. Hein. Donc là en fait, je vais tout mettre à la puissance gamma. D'accord. Alors bon, ici, voilà, je le reporte ici. Donc là, c'est juste ici. Simplement là, c'est plus gamma moins 1 puissance gamma. Donc si je veux que ça soit juste, hein, voilà ce que ça me donne. Voilà comment je peux le réécrire. D'accord. Voilà. Et ensuite, cette puissance gamma, je peux la sortir du log. C'est log de quelque chose puissance gamma. Hein. Ça va donc me faire nr gamma sur gamma moins 1. On connaît quelque chose. Hein, égale ln de 1 plus gamma moins 1 sur gamma x divisé par 1 plus x puissance gamma moins 1 sur gamma. Alors, pourquoi je trouve ça très intéressant? Hein, voilà. Alors, on voit entre le numérateur et le dénominateur, bien sûr, c'est pas la même chose, hein, ça ne vaut pas 1, le rapport ne vaut pas 1. Bon, néanmoins, ça se ressemble. Quelque part, ça se ressemble. Hein. Alors, quelle forme c'est? On remarque ici, si je note petit n gamma moins 1 sur gamma, ça fait 1 plus nx, et ça fait 1 plus x puissance n. On sait bien que le développement limité de 1 plus x puissance n, c'est 1 plus nx, hein, au voisinage de x égale 0. Donc en fait, le numérateur est le développement limité du dénominateur en x égale 0. Alors en quoi c'est intéressant ça? On sait que le développement limité, c'est en fait l'équation d'une tangente à la courbe représentative de la fonction dont on obtient le développement limité au point où on prend le développement limité. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que c'est que cette fonction 1 plus x gamma moins 1 sur gamma? Le gamma, il est compris, c'est le rapport CP sur CV, c'est 1 plus R sur CVM. Donc en fait, il est forcément plus grand que 1, et le CVM est forcément plus grand que R. Donc le R sur CVM est inférieur à 1, donc le gamma est forcément compris entre 1 et 2. D'accord? Le gamma, c'est 1 plus R sur CVM, on peut la prendre comme ça. Ce qui fait que gamma moins 1, c'est inférieur à 1, entre 0 et 1, et divisé par gamma, voilà, c'est encore strictement inférieur à 1. Voilà. Et ce qui fait donc que ça se comporte comme une fonction racine, ce truc-là, quelque part. Hein. C'est voilà, pas un demi, mais enfin bon. D'accord? Donc en fait, voilà, donc la courbe ici représentative, alors quand x vaut moins 1, ça vaut 0. Voilà, d'accord? Avec une tangente verticale. Et quand x, quand x vaut, non, ouais, quand x vaut moins 1, et quand x vaut 0, alors qu'est-ce que ça fait? Ben, quand x vaut 0, ça vaut 1 puissance quelque chose, ça vaut 1. Voilà, donc la courbe est à peu près quelque chose comme ça. Hein. D'accord, x. D'accord, ici ça fait 1 plus x puissance gamma moins 1 sur gamma. Voilà, ici j'ai 1, ici j'ai 0, là j'ai moins 1. Ça fait ça, d'accord? Cette forme-là. Hein. Et là j'ai le développement limité donc en 0. D'accord? Donc j'ai pas de règle. Et vous en avez une. Voilà, donc le développement limité, il représente la tangente à la courbe. Hein. Donc 1 plus gamma moins 1 sur gamma x. Voilà. Et en fait, cette fonction, hein, elle est ce qu'on appelle concave. C'est-à-dire qu'en fait, elle a sa concavité tournée vers les y négatifs. On voit que c'est tout le temps le cas. D'accord? Hein. Évidemment, une fonction de manière générale peut changer de concavité, et là, en l'occurrence, elle n'en change pas. Hein. Donc c'est tout le temps tourné vers les y négatifs. Alors je regarde un petit peu si j'ai encore le temps. Oui. Voilà, donc ce qui fait que cette fonction, en fait, la courbe représentative de cette fonction, est en dessous de toutes ces tangentes. En dessous de toutes ces tangentes, ça se voit. Alors c'est des choses que vous reverrez en maths l'an prochain. Hein. Voilà. Mais voilà, il y a des fonctions hein, qui ont cette propriété donc d'être concaves, donc d'être en dessous de toutes ces tangentes.
Voilà, donc c'est fait que ça me démontre, si vous voulez, que eh bien, le numérateur est plus grand que le dénominateur, sauf si x vaut 0. Et si x vaut 0, il ne se passe rien, parce que j'ai mis une masse nulle. Hein. Donc si x vaut 0, évidemment, la relation entropie est nulle, parce qu'il n'y a pas de changement d'état, d'état thermodynamique. D'accord. Mais dès que x va être différent de 0, en l'occurrence x est strictement positif, hein, donc à ce moment on est dans cette zone-là, et le numérateur est supérieur au dénominateur. Hein. Ce qui fait que l'argument ici du log est supérieur à 1, ce qui fait qu'on montre que ça c'est strictement positif, hein, dès que x est différent de 0. Voilà, alors si on ne veut pas faire toutes ces choses compliquées, on fait l'application numérique et qui donne 62 joules par Kelvin, en l'occurrence, hein, 62 joules par Kelvin. Alors je rappelle que le NR il valait 333, hein, 333,3, je sais plus ce que c'est comme unité, joules par Kelvin. Voilà. D'accord, gamma ça vaut 1,4. Voilà, et vous rentrez tout ça dans votre calculatrice. X vaut 1, c'est pas la peine de. Voilà, ça fait 2, etc. Voilà, donc c'est bien, on retrouve bien que c'est strictement positif. Voilà, donc conclusion de cette troisième étude, hein, on a la valeur delta S. Alors, sigma G, hein, il subit une transformation adiabatique, d'accord. Le delta S de sigma G est bien positif ou nul, donc le postulat 3 est bien satisfait, d'accord. Voilà, d'accord, ça, tout va bien, ce que j'ai annoncé est bien vérifié par les prévisions, d'accord. On dira également que de surcroît, hein, le delta S de sigma G, il est strictement positif. On verra qu'on se servira de ces remarques voilà, que je pose en disant de surcroît. Hein. Donc de surcroît, ici, donc, le delta S de sigma G est strictement positif. Voilà donc pour ces trois activités, ces trois méthodes de calcul, hein, de variation d'entropie. Il n'y a pas de difficulté particulière du moment qu'on connaît l'état final, on fait la variation de S, on calcule une formule dans l'état final moins l'état initial. Si on a prévu toutes les grandeurs, bon, c'est une simple différence à faire, hein, pas se tromper dans l'application numérique, et ensuite bon, on vérifie que le delta S d'un système adiabatique est positif ou nul, voire strictement positif le cas échéant. Voilà. Ensuite, on passera au banc 2.